Madame la Présidente du Conseil d'administration de Polytechnique, chers membres du jury, chers participants, chers collègues et étudiants, nombreux et j'en suis content, professeur Gervais, bonjour et bienvenue à cette 4e double édition du concours interne Ma thèse en 180 secondes, 3 Minute Thesis. Encore une fois cette année, nous sommes en direct sur Facebook Live et j'en profite pour saluer les gens qui nous suivent sur le web. Pour la 4e fois, les candidats de Polytechnique ont le choix de présenter leur sujet de recherche en français ou en anglais, et ce, à l'intérieur de 3 petites minutes. Et nous accueillons cette année 8 participants. Pour la petite histoire, le concept de 3MT a été développé en Australie par l'University of Queensland en 2008. La compétition s'est rapidement répandue pour être adoptée dans plus de 170 universités aujourd'hui, réparties dans 18 pays. Au Québec, c'est l'ACFAS qui a adopté le concours en français pour Ma thèse en 180 secondes, qui en est maintenant à sa 7e édition. Le concours en français se décline en 3 étapes. Le concours interne d'aujourd'hui qui permet de nommer un gagnant pour représenter Polytechnique à la finale nationale. La finale nationale, donc, qui aura lieu le 9 mai prochain à l'université de Chicoutimi. Tant pis. La finale internationale à l'ACFAS qui aura lieu à l'automne 2018 à Liège, en Belgique. Cette année, Polytechnique tentera de récupérer son titre lors de la finale nationale. Polytechnique a souvent remporté les honneurs lors de ce concours. En effet, en 2015, nous avions remporté le premier prix à la finale nationale grâce à la brillante performance d'Odile Weckmans, candidate au doctorat en génie chimique, sous la direction du professeur Jamal Chaouki, de Jean-Philippe Laviolette, un chercheur, et de Dingrong Bai. Nous avions aussi remporté le premier prix de la finale nationale en 2014 grâce à Sami Hachel, candidat au doctorat en génie électrique sous la direction du professeur Mohamed Sawan. J'avais vu celui-ci, il était assez extraordinaire. De plus, nous avions également emporté le premier prix à la finale nationale de la première édition du concours en 2012 grâce à Viviane Lalande, alors finissante à la maîtrise au laboratoire de nanorobotique du professeur Sylvain Martel. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Skylabus. Elle y fait de la vulgarisation de phénomènes scientifiques. As you can see, there is plenty of pressure on the Franco side. When it comes to the English language competition, this is our 4th time entering the 3IMT Awards. The competition is organized by the Canadian Association for Graduate Studies, and as with the French edition, there are 3 stages. The first is today internal competition. Then the 3 regional competition, Western, Eastern, and Ontario, to determine the national winner among 11 finalists. Then, videos of the regional finalist presentations will be posted at the CAG's website. The lead guitarist of the tragically hip radio producer duo, I don't know him, and the Director General of Canadian Institutes of Health Research joined forces to judge the Canadian 3-minute thesis competition. There will also be a People's Choice winner based on the number of likes received per video. I don't play the... Je ne joue pas le 180 secondes, j'ai des problèmes de diction, comme vous avez pu le remarquer, alors je me calme. Like you, I'm eager to hear our students from various engineering specialties put their heart into defining the broad outlines of their research by means of, and this is their biggest challenge, a 3-minute pitch that's clear, concise, and convincing. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une tribune extraordinaire pour démontrer la vitalité de la recherche de Polytechnique. De plus, séduire les membres du jury et le public avec leur exposé, j'espère que les candidats réussiront aussi à encourager quelques étudiants au baccalauréat à suivre leurs traces au cycle supérieur. Chers participants, je vous souhaite la meilleure chance pour la présentation de votre exposé et du succès auprès des juges et du public. Je termine en m'adressant mes plus sincères remerciements aux membres du jury pour leur temps et leur précieuse collaboration. Que je vous présente maintenant. D'abord, nous accueillons une nouvelle juge cette année, Esther Savoie, qui est coordinatrice au soutien académique au Centre d'études complémentaires, le CEC de Polytechnique, qui se joint à des membres du jury d'expérience. Thomas Pabst, professeur adjoint au département de génie civil, géologique et mines, 2e participation. Jason Thomas Tavares, professeur agrégé au département de génie chimique, qui en est à sa 4e participation. Marine Cornu, journaliste, Québec Science, qui en est à sa 5e participation déjà. Et Philippe Mercure, diplômé de génie physique de Polytechnique et journaliste à la presse, qui se joint à nous pour la 6e édition. Merci beaucoup pour votre présence. Bon courage. Le travail d'évaluation ne sera pas facile. Je vous souhaite de beaucoup de cœur. Merci à l'auditoire d'être venu les encourager. Je cède maintenant la parole à Thomas Gervais, professeur agrégé au département de génie physique,
qui agira comme maître de cérémonie. Il vous expliquera le déroulement et les consignes du concours, le tout en prêchant l'exemple. Lui va tenir en 180 secondes. Chers membres de la communauté de Polytechnique, distingués invités de notre jury, bienvenue à ma thèse en 180 secondes. Cette année encore, de courageux étudiants au doctorat vont devant vous tenter l'impossible, résumer leurs travaux de recherche en 3 minutes. Oui, 180 minuscules secondes pour décrire les problèmes complexes qui les hantent jour et nuit, les idées ingénieuses qu'ils ont eues et l'impact que leurs travaux de recherche aura peut-être un jour sur vous et moi. Et les enjeux sont colossaux. Notre équipe des communications m'a informé que l'événement était retransmis en direct sur tout Facebook, mais aussi diffusé massivement dans toute la galaxie. Qui sait, en ce moment, peut-être les habitants d'Alpha du Centaure sont en train de se ronger les tentacules d'impatience en attendant le début de la compétition de 2014, relativité oblige. Je les salue d'ailleurs pour 2022. Nos concurrents n'auront droit pour l'événement que des éléments présentés dans l'encadré 1. Un micro, quelques notes personnelles si nécessaire, et une diapositive dépourvue d'animation telle que celle-ci qui m'accompagne maintenant fidèlement depuis 7 ans. Le déroulement des présentations se fera tel qu'illustré dans l'encadré 2. Les participants seront appelés à l'avant, puis ils attendront le signal de départ avant de commencer leur exposé. Leur performance sera scrupuleusement minutée par notre organisatrice en chef, Mme Sandra Brouillette. À la fin des 180 secondes, les participants n'ayant pas terminé leur exposé se feront brutalement interrompre par le son d'une cloche. Ils devront alors arrêter immédiatement leur exposé sous peine de se voir disqualifiés. This year again, we will hear presentations in both French and English. Our bilingual jury will face the difficult challenge of identifying the 3 best talks in each language based on the following criteria. Comprehension, was the content of the oration easy to understand? Engagement, did the speaker convey his or her enthusiasm for research? And communication, was the presentation well-structured and the language of high quality? The 3 best talks in each language will be awarded cash prizes of $500, $250, and $150 respectively. The winner of the French-speaking section will be selected to represent Polytechnique at the 86th Congrès de l'ACFAS at the Université du Québec à Chicoutimi on May 9, 2018. The winner of the English-speaking section will compete in the regional final of the Canadian Association for Graduate Studies at McGill University this year. And you, dear public, stay alert, for you will also have to vote for your favorite presentations, one in French, one in English. The winner of each section will win the prize of the public worth an extra $250. Alors voilà, my time is almost up, en espérant que vous allez apprécier le spectacle until the very last second. Thank you very much. Bonne chance aux participants. Alors, merci, là j'ai 180 secondes pour le prochain. Bienvenue à tous, je suis vraiment content de vous voir ici. Place maintenant aux concurrents à la vraie compétition. C'est-à-dire que ça fait 7 ans que je modifie à peu près le même texte, donc j'ai beaucoup d'entraînement. On va commencer avec la section francophone pour présenter d'abord notre première concurrente, Mme Janimas Dufresne, qui va nous présenter donc sa thèse dont le titre long est, et il est long, préparez-vous, « Dynamique spatio-temporelle du temps de séjour de l'eau de surface dans la filtration sur berge, 2 points, développement d'un chronomètre naturel ». Elle a aussi fourni un titre vulgarisé qui est « Sur la piste de l'origine des eaux, mieux comprendre la résilience des systèmes de filtration sur berge ». Ses directeurs de recherche sont Paul Baudron, Florent Barbeco, de spécialité génie minéral. Une rivière, au bord de laquelle il y a un petit village qui s'est établi. Forcément, les habitants ont certaines activités et ils produisent des eaux usées qui sont rejetées dans l'environnement. Même si ces eaux sont traitées avant leur déversement dans la rivière, par exemple, il va rester
une partie de contaminants. Et puis, la qualité de ces eaux ne pourra jamais égaler celle de la rivière initialement. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas un village le long de la rivière, mais plutôt 10, ou bien 8 grandes villes et une métropole? Seriez-vous prêt à boire l'eau de la rivière en aval de la métropole? Ben, moi non plus. Parce qu'après un certain point, les sources de contamination sont multiples, et puis l'eau de la rivière, elle va devenir trop contaminée. Elle ne peut plus exercer son pouvoir de dilution sur les sources de contamination. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir assurer l'alimentation en eau potable des générations futures si les populations ne cessent d'augmenter puis les pressions anthropiques sont de plus en plus grandes sur les ressources en eau de surface? On pourrait se rabattre sur les systèmes qui diluent les eaux de surface, les eaux de rivière et les eaux souterraines. En fait, la dilution est produite par les eaux souterraines. Mais oui, si on pense par exemple au système de filtration sur berge, les eaux pompées à proximité d'un lac sont à la fois issues des eaux souterraines et issues des eaux du lac. Donc, on peut profiter d'une dilution naturelle. Il y a cependant un problème avec les systèmes de filtration sur berge, c'est que ce sont des vrais réacteurs chimiques. Parfois, lorsque l'eau s'infiltre dans le sol, elle peut mettre en route différentes réactions chimiques qui auront pour effet d'améliorer ou bien de dégrader la qualité de l'eau. Donc, on peut se demander quel est le temps de l'eau qui circule dans le sol, parce que qui dit réaction dit temps de réaction. On a besoin de connaître la vitesse de l'eau dans le sol. Et pour faire ça, j'utilise les traceurs environnementaux, les traceurs qui sont naturellement contenus dans l'eau. Je m'intéresse à l'origine, en fait, aux informations qui sont cryptées dans les molécules d'eau elles-mêmes. Pour faire ça, je dois interviewer les molécules. Je fais comme le travail d'un détective. Justement, la semaine passée, j'en ai passé une en interview et puis elle m'a renseigné sur son âge, sa température et puis son poids. Ouais, elle m'a dit, j'ai 6 mois, j'ai pris un peu de poids l'été dernier à la surface du lac et puis je fais 10 degrés Celsius. Donc là, j'ai compris qu'elle s'était infiltrée dans le sol au mois de septembre dernier et puis qu'elle avait voyagé jusqu'au puits à raison de 4 mètres par jour. Génial, non? Bon, ben, je vous laisse sur ça. Je dois aller en interviewer quelques-unes encore cet après-midi. Merci, Janie. Notre prochain participant est M. Philippe Ouzilo. Le titre long de sa thèse est « Développement sur la thermodynamique de la graphitisation à haute température appliquée à la production de l'aluminium ». Le titre vulgarisé est « La recette de l'aluminium vert, un équilibre délicat entre le carbone et l'électricité ». Son directeur de recherche est le professeur Patrice Chartrand et sa spécialité, le génie métallurgique. Bonjour tout le monde. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter mon doctorat qui traite de thermodynamique et de production d'aluminium. Alors, en quelques mots, la thermodynamique est l'étude de l'énergie, et plus précisément de sa transformation. La thermodynamique est un sujet complexe, mais qui déborde de potentiel pour les problèmes d'ingénierie de demain. Cependant, au-delà de cette complexité, la thermodynamique reste une science fondamentalement intuitive. Par exemple, tout le monde dans la salle a déjà fait bouillir de l'eau pour cuisiner. En effet, l'étape de faire bouillir de l'eau est essentielle à la préparation d'un des plats essentiels pour les étudiants, c'est-à-dire le spaghetti de leur maman. Donc, avant la pleine ébullition de l'eau, on observe la formation de bulles au fond de la casserole. Ma question est la suivante. Que contiennent les bulles? Eh bien, elles ne contiennent ni de l'air ni du vide, mais simplement de la vapeur d'eau. Les bulles sont composées de l'eau qui s'est évaporée par un transfert d'énergie thermique intense au point de contact entre l'eau liquide et le métal. Somme toute, cet exemple simple d'un phénomène thermodynamique illustre comment on peut expliquer la transformation de la matière par une approche d'échange d'énergie. Donc, mon doctorat vise à appliquer la thermodynamique à la production d'un aluminium plus vert. Grosso modo, la recette de l'aluminium se base sur 3 ingrédients, c'est-à-dire le carbone, l'électricité et l'alumine. Ensemble, le carbone et l'électricité fournissent l'énergie nécessaire pour séparer l'aluminium de l'alumine par les 2 réactions présentées à l'écran. Ce processus génère beaucoup de gaz à effet de serre, principalement le CO2 et le CO.
Un phénomène intriguant est qu'une augmentation de l'apport en énergie électrique diminue le besoin en carbone pour produire de l'aluminium. Donc, si on alimente beaucoup d'électricité, on produit de l'aluminium principalement par la bonne réaction affichée à l'écran. La bonne réaction est bonne car elle produit moins de gaz à effet de serre relativement à la mauvaise réaction. Ceci est un avantage considérable pour l'environnement. L'aboutissement de mon doctorat est donc le développement d'un modèle thermodynamique pour prédire ce phénomène, où je suppose que toutes les interactions sont modélisables par des échanges d'énergie. Donc, rappelez-vous l'exemple de la vapeur d'eau dans la casserole. Intuitivement, tout le monde a été capable de comprendre pourquoi les gouttes étaient composées de vapeur d'eau. C'est à peu près le même principe pour mon doctorat, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'interactions entre le carbone, l'alumine et l'électricité pour expliquer pourquoi on a cette espèce de balance entre le carbone et l'électricité pour les deux réactions affichées à l'écran. La principale retombée de mon projet de doctorat est le développement d'un programme informatique pour que nos partenaires industriels puissent minimiser leur consommation de carbone et d'électricité. On espère pouvoir diminuer les émissions au Québec de 400 000 tonnes par année de CO2 grâce à mon programme. Somme toute, j'espère que vous avez apprécié ma présentation et que vous allez avoir une pensée pour moi la prochaine fois que vous aurez à cuisiner du spaghetti. Merci. Merci, Philippe. La prochaine présentatrice, Mme Clémence Abria. Le titre long de sa thèse est « Quantifier les interactions au sein de biofilms multi-espèces et leur réponse à des stimuli externes ». Ses directeurs de recherche sont Marie-Claude Euzé et Nick Virgilio en génie chimique. Vous connaissez tous la stratégie des Romains dans Astérix, la formation tortue. C'est-à-dire que pour faire face aux irréductibles gaulois, les soldats romains se regroupent et avec leurs boucliers, ils forment une barrière protectrice. Eh bien, les bactéries, elles font exactement la même chose. Elles colonisent une surface, se regroupent et sécrètent leur bouclier protecteur qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biofilm. Et ainsi protégés au sein de ce biofilm, les bactéries sont capables de résister aux attaques, comme par exemple les antibiotiques. Et ça, c'est un des grands défis du XXIe siècle, c'est la résistance aux antibiotiques, puisque d'ici 2050, on estime que 10 millions de personnes mourront chaque année suite à la résistance aux antibiotiques. C'est plus que le nombre de personnes qui meurent du cancer. Il est donc urgent de développer une nouvelle stratégie pour combattre les biofilms. Et une difficulté supplémentaire s'ajoute à cela, c'est que les bactéries, c'est des organismes sociaux, c'est-à-dire que comme les êtres humains, elles vont communiquer entre elles et interagissent avec différentes espèces. Mon projet de doctorat vise donc à caractériser les interactions bactériennes au sein d'un biofilm multi-espèces sous l'influence de plusieurs stimuli comme le pH ou les substances antimicrobiennes. Donc, grâce à une technique de génie chimique, dans un premier temps, ce qu'on va essayer d'aller voir, c'est de comprendre comment est-ce qu'on a des interactions. Est-ce qu'on va avoir une forte coopération entre deux espèces bactériennes, comme c'est le cas, par exemple, dans un village de Gaulois? Ou bien est-ce qu'on va avoir de l'exploitation d'une espèce sur une autre? Ou encore, est-ce qu'on va avoir de la compétition, comme c'est le cas lors d'un combat entre Romains et puis Gaulois? Et donc, grâce au génie chimique et à ce qu'on appelle la rhéologie, on a pu aller quantifier la force de notre biofilm multi-espèces au cours de sa formation, donc, en caractérisant la matrice extracellulaire, qui est donc le bouclier protecteur. Et en combinant ça à des analyses de microbiologie, on a pu aller voir qu'on était dans le cas d'une compétition. C'est-à-dire qu'on a une de nos espèces qui se comporte comme les Gaulois, elle grandit plus vite et prend le dessus sur l'autre bactérie. Par la suite, on va essayer d'aller soumettre notre biofilm à plusieurs attaques. Et grâce à un nouveau système d'échange de fluides en continu, on va pouvoir imiter des conditions dites in vivo, c'est-à-dire plus réalistes. Et grâce aux résultats qu'on va obtenir, on pourra élaborer de nouvelles stratégies antimicrobiennes. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'enjeu de ce projet pour la lutte antibactérienne et j'espère qu'il permettra l'élaboration dans un futur proche d'une potion magique. Merci. Merci beaucoup, Clémence. Alors, notre prochaine participante est Mme Fatima Zahra Haouzi. Le titre de
de sa thèse est Prévention de l'érosion interne dans les sols granulaires par la technique de biocalcification. De recherche est le professeur Benoît Courcelle en génie civil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie silencieuse et chronique qui touche les spécimens âgés. Cette maladie, elle s'attaque aux minéraux et rend leur structure fragile et très poreuse. Des fractures peuvent survenir d'un moment à l'autre. Peut-être penseriez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'ostéoporose chez les personnes âgées. Non, mais je vais bien vous parler d'un problème qui nous touche au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la détérioration des routes, communément appelées les nids de poules. En fait, comment ces nids de poules s'attaquent à nos chaussées? À cause de sollicitations issues de trafic, la couche d'asphalte va s'effriter et donc va laisser transparaître des fissures. Le matériau granulaire constituant la couche de fondation de la route va alors se trouver découvert, sans protection et vulnérable aux effets de l'érosion, surtout en cas de forte précipitation. Cela va alors engendrer des cavités sous la couche d'asphalte et ces cavités, à cause de sollicitations issues de trafic, va alors créer des fissures. Un vrai cercle vicieux. Donc un nid de poule qui commence au début avec la taille d'un nid de poule va se transformer et s'agrandir en un nid d'autruche. En fait, dans le cas d'ostéoporose, un docteur diététicien du genre de M. Geffin va prescrire des compléments alimentaires riches en calcium pour sa patiente la poule. Celle-ci, en digérant le médicament, va alors voir se consolider et solidifier la coquille de ses œufs. Dans mon cas, étant futur docteur ingénieur civil, je vais aussi prescrire une potion magique riche en calcium pour ma patiente la route afin que celle-ci puisse remédier à son problème d'ostéoporose. Ce médicament s'appelle biocalcification. En fait, ma route ne pouvant digérer le médicament toute seule, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une piqûre de bactéries calcifiantes qui vont l'aider à transformer le calcium en calcite. La fondation de ma route va alors se consolider tel un os et les grains vont se coller les uns aux autres grâce aux liens de calcite qui ont été produits par les bactéries. Aussi, l'érosion va difficilement survenir sur ma route et sur ma fondation. En fait, la détérioration des routes va être enfin traitée et en profondeur. Donc, l'objectif de ma thèse est donc de caractériser et de quantifier le gain de résistance face à l'érosion d'un matériau granulaire qui a été traité par biocalcification. Nous allons enfin pouvoir nous débarrasser des nids de poules vu les résultats que j'obtiens de par ma thèse. D'un côté, la poule en question, elle va enfin devoir changer de couvoir si elle veut continuer de tirer profit de l'industrie des œufs, mais aussi, personnellement, je vais enfin pouvoir conduire avec plaisir et avec tranquillité sur une route en bonne santé. Merci. Merci beaucoup, Fatima. Alors, notre dernier concurrent de la section francophone est M. Dmitri Fedorov. Et le titre long de sa thèse est « Conception des mécanismes adaptatifs pour la locomotion » et le titre vulgarisé « Adaptation mécanique divisée pour mieux s'adapter ». Son directeur de recherche est Lionel Birglen, sa spécialité, le génie mécanique. Bonjour à tous. Quand on pense aux robots marcheurs, l'image qui nous vient en tête, en premier lieu, je pense que c'est les robots C-3PO dans Star Wars ou encore le Terminator dans le film éponyme. Eh bien, moi, la question que je me pose à chaque fois que je regarde ces films, c'est combien ça peut coûter un robot comme ça si on considère toute la complexité mécanique de leur système de jambes. C'est pourquoi, dans mon projet, je prends ces robots-là un peu à contre-pied et j'essaie de réduire au maximum le nombre de moteurs pour économiser. J'ai un exemple visuel pour vous. Considérez le doigt humain. Le doigt a une capacité étonnante, celle de diviser l'action d'un seul moteur ou un seul muscle en deux mouvements distincts, la fermeture de la troisième phalange, la fermeture de la deuxième phalange. Ces deux mouvements ne sont pas indépendants. Il est impossible de fermer indépendamment ces deux phalanges. Lorsqu'on ferme le doigt, l'action du muscle est divisée entre ces deux mouvements dans une proportion qu'on ne contrôle pas, 50-50. On peut dire que les deux mouvements sont sur un pied d'égalité. Par contre, si je bloque la phalange du milieu et que j'active le même muscle, maintenant, c'est uniquement la phalange du bout qui bouge. On a donc changé ce ratio en imposant des conditions externes et on est ainsi capable, par cette propriété, d'accomplir un mouvement complexe, saisir un objet, sans contrôler indépendamment chacun des petits mouvements qui le composent.
C'est ce qu'on appelle l'adaptation mécanique. Naturellement, on a utilisé ce principe dans beaucoup de mains robotiques. Les avantages sont une réduction du nombre de moteurs, une réduction du nombre de capteurs, du poids, de la complexité et du coût, bien sûr. Et moi, j'essaie de transférer ça aux jambes robotiques. Donc, je vise les mêmes avantages. Et le sujet de ma thèse, si vous prenez au pied de la lettre, c'est l'adaptation mécanique divisée pour mieux s'adapter. Au jour le jour, mon travail, c'est beaucoup de la géométrie. J'essaie de trouver la forme optimale de la patte qui va me permettre de diviser l'action d'un seul moteur envers tous les petits mouvements qui composent le mouvement de la jambe durant la marche. Je fais beaucoup de simulations, je fais beaucoup de prototypes. En fait, je travaille d'arrache-pied, ou on pourrait même dire que je fais des pieds et des mains, pour que mon robot soit un jour utilisé dans des applications comme l'exploration spatiale ou encore la recherche de survivants après une catastrophe. On a aussi des applications plus terre-à-terre, comme la construction d'orthèses, vers lesquelles on avance pas à pas. Alors, au final, si je me compare à des robots comme C3PO ou le Terminator, eh bien, ces robots-là, moi, je les attends de pied ferme. Je propose une alternative, je propose un prototype, en fait, qui est beaucoup plus simple, qui est moins coûteux. Et donc, c'est clair que sur le marché, il va y avoir une demande pour ce type de produit-là. Mais c'est quand même très important de garder les deux pieds sur terre. Je vous remercie. Alors, c'est le temps, mesdames et messieurs, de voter pour le prix du public pour la version, l'édition francophone. Donc, on vous a remis des petites fiches avec des codes R qui sont donc mises à votre disposition. Vous pouvez accéder au sondage en ligne et cliquer sur un lien qui, des fois, s'active automatiquement selon votre navigateur. Puis, voter pour votre présentation favorite. Je vous rappelle que la présentation la plus populaire va remporter le prix du public d'une valeur de 250 $. So let's continue with the English version of the contest. We'll hear 3 more speakers now. The first speaker will be Elham Karadman Nejad, and whose title is Three-Dimensional Simulation of Liquefaction Phenomenon in Granular Materials. Her research advisor is Serge Prudhomme, and her specialty mathematics. Yes. Hello, everyone. My name is Elham. I am a PhD student in mathematics, and I have a question for you. Have you ever seen the whole building collapse after the earthquake? Or the big hole is created after earthquake like the one happened in Quebec, 1971? And for sure you're wondering what's the reason behind that. All of these damages is because of the phenomenon called liquefaction. What is liquefaction? In liquefaction, water-saturated soil loses its stability, and the underground soil is turned to liquid. So the ground loses the stability, and all of these damages happen. Why this is important for us? Hydro-Quebec has a lot of dams around the Quebec, and they're concerned about this phenomena, and because this is the big threat for them. So the object of our research is simulation of liquefaction. What do? First, we gather the different sample of the grains around the dams. We scan each of the grain. We simulate each of the grain with one ellipsoid, which has the same volume, same moment of inertia, and the same center of mass. Now we want to gain the mechanical behavior of all of the grains. So we use the method called discrete element method. In discrete element method, first we initialize the particles. We check the existence of the contact, and if there is a contact, we calculate the forces, torques, and then by using the Newton's second law, we update the velocity and the positions of the particles. We tested our simulation with 3 particles are falling over one ellipsoid. We check the balance of the energy. We check the compressibility conditions of the fluid when we have the fluid around particles. We got very reasonable results. Now we are ready to do our simulation in a large scale. And
when we have the ellipsoid, which are a very suitable representative of the real grains, we are confident that we can predict liquefaction and we assess the safety of the dams. Thank you. Thank you, Elham. Our second speaker of the English section will be Mr. Sean Grogan, and the title of his thesis is Combining New and Traditional Sensor Data from Unmanned Aerial Vehicles in Urban Search and Rescue Operations. And the simplified title is Using Sensors in the Optimization of Flight Operations for Drones in Search and Rescue. His research advisors are Robert Pellerin and Michel Gamache from Industrial Engineering. In the past few years, disasters have captured the public's attention, from the earthquakes in Haiti, Nepal, to the hurricanes in the Caribbean. Traditionally, search and rescuers would walk around with sniffing dogs, maybe a heat-sensing camera and a prayer to try and find people trapped in the rubble. However, changes in our technology and technology that we use have the opportunity to add another method of detection. First, drones. Drones have the ability to fly over a disaster area. The second is the fact that these drones are cheap. We can use many drones to cover a disaster area in a short amount of time. The third is cell phones. I'm sure most of you have cell phones, and those of you who do probably not further than arm's reach from you throughout the day. We can detect cell phone signals much the same way that you can use your laptop to detect Wi-Fi signals. If we attach these wireless sensors to the drones and send them scanning an area, can we use these sensors and these drones to detect people? Therefore, I ask, in the event of a disaster, how do we use the drones, optimize flight operations, and what information do we give rescuers? I'm dividing my research into three sub-projects, Project Anthony, Agatha, and Archangel. Anthony is using data that we can attain in advance of a disaster, census, community surveys, Google Maps, etc., to model, say, a heat map of the environment of where people might be. The second is Project Agatha. This is more of what rules or information can we give to the drones as they're flying over to make decisions. Say there's a building without anybody inside. It's not going to take a long time to scan, but a building like, let's say, a school or a library in the middle of the day might be packed with people. So we need to spend a little bit more time scanning and trying to ascertain where they are. The third research objective would be Project Archangel. And this is how do we integrate the tool into the rescuer's toolkit. The goal would be to, what information do we provide the rescuers in real time, and what information can the rescuers conversely give back to the drones in real time? For example, if we're trying to, say, do an evacuation for a forest fire, like what happened in Fort McMurray a couple of years ago, we can use a coordinated effort of drones to detect where people are possibly still sleeping, and rescuers can walk around signaling that buildings might be clear. It is my hope that with my research project that we can introduce this tool into the search and rescuers toolkit to help give them even a slight advantage in locating people in a much quicker amount of time. Thank you. And now our third and final speaker of the whole competition is Mr. Olivier Gazil, or maybe I pronounced it right, whose title is Jello in Green Chemistry, a Golden Opportunity. And his advisor is Nick Virgilio from Chemical Engineering. In your opinion, what is the common element between this bride, Jack Sparrow, and this chemical reduction of an alcohol? Well, you would have guessed it, it is gold. This bride has a magnificent golden ring. Jack Sparrow is searching for gold, and this chemical reduction can be done with gold. But what's so magic about gold? Well, in typical chemical reaction, gold can be used to reduce chemicals and can be used in milder condition, working toward green chemistry, which is good for the environment. However, you must wonder how gold can do such a thing, since it is a noble metal that do not react. Well, interestingly enough,
in the level of the really small, the nanoparticle, gold becomes highly reactive and is an excellent catalyst. However, there is a problem. Imagine mixing some sand with water. Eventually, the sand will settle down, but for nanoparticles, it is the opposite. They stay in suspension, so it's really hard to separate, and it's hard to reuse them. We then need to immobilize these particles, but current techniques are costly, not really effective, and are complex. My solution, do some jello. So in instance, take some jello shots, but replace the vodka with gold nanoparticles. You put the jello powder, the gold nanoparticles, water, you mix everything together, and voila, you immobilize your gold nanoparticles. So now in the lab, I'm trying to see if cherry flavor is better than lime. No. Jokes aside, there is yet another problem. So when you have this massive piece of jello with particles, well, the one in the middle are out of reach. There needs to be some kind of channel to be able to reach them. Well, to be able to do so, I use a special mold, a co-continuous polymer mold that creates all these little interconnected tunnels in the jello. It becomes like an ant colony. So the little ant can enter the tunnel, go in the middle of the jello, reach the nanoparticles, and then get out. So each time you'll enjoy this tasty treat, well, think about green chemistry and how gold nanoparticles can help the environment. Thank you. So this is the end of the official competition. I see that many competitors played it safe and got at least 15 seconds at the end to relax. It's time now to vote for the prize of the public for the English section. So please log on with using your QR code to the website and cast in your vote. And you're also, so that the jury will now deliberate on the various prizes. And in the meantime, vous êtes invité donc à participer, juste à sortir à l'extérieur où café et viennoiserie vous seront servis. Juste avant de quitter, j'aimerais qu'on offre une dernière main d'applaudissements pour les excellentes prestations de nos candidats. Et je veux vous encourager tous, vous remercier de votre présence et vous encourager tous à soit participer vous-même l'an prochain ou à faire connaître le concours qui gagne vraiment à être connu. C'est une occasion extrêmement intéressante de penser à sa recherche d'une manière différente. Alors, au plaisir de vous revoir.